Euh, on passe vraiment notre vie avec des lunettes 3D sur le nez. Et on est tellement absorbé par le grand film de la réalité qu'on oublie totalement qu'on les porte en fait. Ouais, c'est exactement ça. On prend ça pour acquis. C'est clair, on tient notre perception du monde pour un fait absolu incontestable. Mais pour notre exploration d'aujourd'hui, notre but, ça va être d'enlever ces lunettes. Ah, un beau programme. N'est-ce pas? On va plonger dans les travaux du philosophe Edmund Husserl pour faire une sorte de mise à jour du système d'exploitation de notre propre perception. Et l'idée, c'est pas de survoler des concepts abstraits, mais de décoder concrètement, rouage après rouage, comment notre esprit construit la réalité. C'est un projet très ambitieux. Mais bon, c'est exactement ce que Husserl cherchait à accomplir au début du XXe siècle, quand il a voulu fonder la phénoménologie. Oui, parce que son constat de départ était assez sévère, non? Ah oui, très sévère. Il trouvait que la philosophie de son époque s'était perdue dans des systèmes fermés. Des trucs ultra spéculatifs qui tournaient un peu en rond, quoi. Ouais, les grands discours sans fondation solide. Voilà. Lui, son objectif, c'était d'en faire une science rigoureuse. Une vraie science, fondée uniquement sur des observations transparentes de la conscience elle-même. Et je pense que pour comprendre ce besoin viscéral de rigueur, de clarté absolue, il faut vraiment regarder le parcours du bonhomme. Husserl, il n'a pas du tout le profil classique du philosophe littéraire qui disserte dans un salon. Non, pas du tout. À la base, c'est un mathématicien. C'est ça. Il a commencé comme mathématicien et il a même été l'élève de Karl Weierstrass, une figure juste monumentale dans l'histoire des mathématiques. Absolument. Weierstrass, il est célèbre pour avoir pris des concepts mathématiques qui étaient intuitifs, mais un peu flous à l'époque. Genre la notion de limite ou l'infiniment petit, des choses comme ça. Exactement. Et il leur a donné des définitions d'une logique stricte, implacable. C'est ce qu'on appelle l'arithmétisation de l'analyse. Et du coup, ça a dû marquer Husserl de voir ça. C'est le point de bascule de sa pensée, en fait. Il observe son maître nettoyer les mathématiques de toutes leurs approximations. Dans le système de Weierstrass, on présuppose rien. On n'accepte aucune intuition vague. Voilà. On démonte tout jusqu'aux axiomes les plus évidents pour reconstruire un édifice parfait. Et Husserl se dit, il faut appliquer cette même hygiène mentale, cette même exigence radicale à la philosophie. D'accord, mais comment on fait ça en pratique? Je veux dire, les mathématiques, ça manipule des nombres, des équations, des concepts purs. C'est vrai que la comparaison a ses limites. Bah oui, parce que la philosophie, elle, traite de l'expérience humaine, de la pensée, du monde. Comment on peut mathématiser ou du moins rendre parfaitement rigoureux un truc aussi subjectif et désordonné que notre perception du quotidien? C'est la grande question. Et la réponse de Husserl, c'est qu'il faut changer d'objet d'étude. C'est-à-dire? Il réalise qu'on ne peut pas prouver l'existence du monde extérieur avec une certitude mathématique. C'est impossible. En revanche, il y a une chose à laquelle on a un accès direct, immédiat et incontestable. Notre propre conscience. Exactement. Son idée, vers les années 1910, c'est de construire une philosophie sans aucune spéculation hasardeuse, basée uniquement sur l'analyse descriptive de ce qui apparaît à la conscience. Ce qui apparaît, c'est ce qu'il appelle le phénomène, du coup. C'est ça. D'où le terme phénoménologie. Donc, si je reprends mon analogie informatique de tout à l'heure, c'est comme un programmeur qui est fatigué de voir des bugs dans la façon dont on comprend le monde, et au lieu d'essayer de réparer le monde, il décide de réécrire le code source de la machine qui lit le monde, donc notre conscience. Ouais, c'est une super métaphore. Et pour réécrire ce code, il faut d'abord comprendre comment la conscience fonctionne à la base, à son niveau le plus fondamental. Et c'est là qu'on arrive sur un gros concept de Husserl. Voilà, l'intentionnalité. Un concept qu'il reprend et qu'il affine à partir des travaux de son professeur, Franz Brentano. Et c'est l'idée que la conscience n'est jamais un récipient vide. Elle est toujours conscience de quelque chose. Exactement, il n'y a pas de conscience flottante dans le vide. C'est un peu comme un pointeur laser, non? Si le laser est allumé, il pointe forcément sur une cible. On ne peut pas juste penser dans l'absolu. On pense à un arbre, on se souvient d'une mélodie, on imagine un dragon. L'image du laser est parfaite. L'esprit vise toujours une cible, il se projette vers un objet. L'acte de conscience et l'objet visé sont totalement indissociables. Très bien. Donc si notre conscience est ce pointeur laser qui vise constamment des trucs, qu'est-ce qui se passe quand ce laser frappe un objet tout à fait ordinaire? Un objet du quotidien, tu veux dire? Ouais, disons la simple bouteille d'eau en plastique qu'il y a là, sur la table. Par défaut, on se dit juste, il y a une bouteille, je la vois, point final. Et ça, c'est ce que Husserl appelle l'attitude naturelle. L'attitude naturelle, d'accord. Oui, c'est notre croyance naïve. Immédiate et automatique.
On croit que le monde et les objets qui le composent existent exactement tels qu'ils nous apparaissent. Et de manière totalement indépendante de nous, on est d'accord. Absolument. La bouteille, l'arbre dehors, la rue. Toutes ces choses exercent sur nous ce qu'ils nomment une prétention à l'être. En gros, l'objet nous crie « J'existe ! Je suis là, solide et réel, avec ou sans toi. » Mais attendez, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a de mal ou de si naïf à penser qu'une bouteille d'eau est simplement une bouteille d'eau? Enfin, c'est le bon sens élémentaire. Si je crois pas à l'existence de la bouteille, je bois pas et je meurs de soif. Pourquoi il sert l'attaque le bon sens? Ah, mais Husserl ne dit pas du tout que le bon sens est inutile. Il sait très bien qu'il est indispensable pour notre survie biologique et sociale. On va pas en mettre ça en cause. Ouf, ça me rassure. Mais le truc, c'est que ce n'est pas une attitude philosophique. Le problème de cette attitude naturelle, c'est qu'elle agit comme une sorte d'hypnose. Une hypnose? Oui. En acceptant aveuglément que le monde est juste là, on occulte complètement la machinerie complexe de notre propre esprit. On oublie de regarder comment la conscience travaille, comment elle donne du sens et comment elle assemble les données perceptives pour nous convaincre que oui, cette bouteille existe bien. Je vois. Donc pour comprendre vraiment la perception, il faut s'extraire de cette crédulité. Exactement. Il nous faut une méthode de rupture. Et ça me fait penser, René Descartes, bien avant Husserl, il avait aussi cherché à briser cette crédulité pour trouver une certitude absolue. Mais lui, sa méthode, c'était le doute extrême. Le fameux doute cartésien, oui. Voilà. Descartes doutait de tout. Il se disait que le monde matériel pourrait être une hallucination, un rêve ou la matrice d'un génie maléfique. En gros, il détruisait virtuellement le monde pour ne garder que la certitude de sa propre pensée. Le fameux « je pense donc je suis ». C'est ça. Mais Husserl, lui, refuse de détruire le monde. Il propose tout autre chose, l'époquet. L'époquet, avec un grand E. Oui, c'est une distinction fondamentale. Husserl trouve pas le doute cartésien pertinent pour son projet. Parce que dire « cette bouteille n'existe peut-être pas », c'est encore prendre position sur son existence. C'est rester dans le jeu de la croyance. Exactement. Tu joues encore au jeu du vrai ou faux. Husserl, lui, emprunte le terme d'époquet au scepticisme grec ancien. L'époquet, c'est la suspension du jugement. C'est l'acte de mettre entre parenthèses la question même de l'existence du monde. Mettre le monde sur pause en quelque sorte. Mais ça ressemble quand même beaucoup à de la haute voltige académique, non? Comment ça? Soyons très concrets. Si un énorme bus fonce sur moi à pleine vitesse dans la rue, je vais pas me dire « Oh, je vais mettre sa prétention à l'existence entre parenthèses, je vais juste courir très vite ». Ah oui, c'est l'objection classique, ou d'attendre sagement que le bus t'écrase. Encore eux. L'époquet, c'est une posture d'observation intérieure. C'est une méthode analytique. Quand tu fais cette suspension du jugement, le monde ne s'évapore pas. Le bus, la bouteille, la rue, elles gardent toutes leurs couleurs, leurs textures, leurs sons. D'accord. Ce qu'on neutralise, c'est uniquement notre adhésion aveugle à leur existence indépendante. Le monde cesse d'être un fait écrasant et il devient un pur phénomène qui apparaît à notre conscience. Ah, je crois que je saisis la nuance. C'est super subtil. On arrête de se demander si l'objet est réellement réel dans un univers physique abstrait et on se concentre à 100% sur la façon dont il se présente à notre esprit. C'est le résumé parfait. Et une fois que cette mise entre parenthèses est faite, on entre dans la fameuse phase de réduction phénoménologique. Et c'est là que ça devient fascinant, parce qu'on découvre que l'esprit ne fait pas que recevoir passivement des images comme un appareil photo. En fait, il constitue la réalité. Oui, le terme constitution est vital en phénoménologie. La conscience ne crée pas la matière à partir du néant par magie, attention. On n'est pas des magiciens. Non, voilà. Mais elle donne un sens aux données brutes de la perception. Elle assemble les angles, les jeux de lumière, les anticipations, pour former une unité cohérente. Et le critère de vérité dans tout ce processus, c'est ce que Husserl appelle l'évidence. L'évidence, ou ochevidenost en russe, d'après certaines traductions de ces concepts qu'on a pu consulter. C'est ça. Mais attention, l'évidence chez Husserl, ça n'a rien à voir avec la preuve d'un détective dans une enquête criminelle, si j'ai bien compris. Pas du tout. L'évidence phénoménologique, c'est la présentation directe de l'objet à la conscience, en chair et en os. C'est le moment précis où une intention trouve son remplissement. Son remplissement. On peut prendre un exemple concret? Bien sûr. Imagine que tu entends un de tes collègues dire « Tiens, il y a une belle voiture noire garée dans la cour. » D'accord. À cet instant précis, ta conscience vise cette voiture. Ton fameux pointeur laser est activé. Mais c'est une intention vide. C'est un acte purement signifiant. Tu penses à la voiture, mais tu ne l'éprouves pas avec tes sens.
Oui, je me l'imagine juste. Voilà. Maintenant, si tu descends les escaliers, que tu ouvres la porte de la cour et que tu vois effectivement cette voiture noire, la lumière frappe ta rétine, tu peux avancer et toucher la carrosserie. Là, l'intention vide se remplit. Ah, l'objet se donne directement à moi. C'est ça l'évidence. L'expérience sensorielle confirme l'intention. Mais parce qu'il y a toujours un mais, cette évidence directe, elle peut être complètement trompeuse. L'expérience sensorielle est loin d'être infaillible. Absolument. Et pour illustrer ça, il y a cette histoire absolument géniale dans nos sources, l'anecdote de la découpe en carton de Boris Eltsine. Ah oui, c'est un exemple redoutablement efficace pour comprendre la mécanique de l'illusion et de la réalité. Tu veux la raconter? Ouais, vas-y. Imagine la scène. Un voyageur sort de la gare de Leningradsky à Moscou. Il regarde au loin et il voit, entouré par une petite foule de passants, l'ancien président Boris Eltsine en train de serrer des mains. Donc à cet instant précis, si on décortique l'événement avec les outils de Husserl, l'intention se remplit. Le cerveau du voyageur perçoit des signaux visuels, un costume, un visage très familier, une certaine stature, et il assemble tout ça. C'est ça. L'évidence première crie littéralement à la conscience « Le président Eltsine existe et il est là, à 10 mètres devant moi ». Et notre bonne vieille attitude naturelle nous fait plonger la tête la première dans cette réalité. Exactement. Le phénomène se présente avec une force de conviction totale. Et c'est là que ça devient intéressant. La perception humaine implique le mouvement. C'est-à-dire qu'il ne reste pas planté là. Voilà. Le voyageur s'approche. Il continue de marcher et il commence à contourer la figure du président. Et soudain, bam! En changeant d'angle de vue, il réalise que la silhouette est parfaitement plate. C'est juste un panneau en carton imprimé. Ouais. Il n'y a pas de dos, pas d'épaisseur. C'est juste un accessoire posé là pour que les touristes fassent des photos souvenirs. C'est dingue. Arrêtons-nous juste sur cette microseconde précise où il comprend ça. C'est vertigineux en fait. C'est fascinant, oui. En une fraction de seconde, le cerveau détruit une réalité entière pour en construire une autre de toutes pièces. L'évidence de départ, qui était « c'est un être humain en chair et en os », elle explose. Et elle est instantanément remplacée, corrigée par une nouvelle évidence. C'est un vulgaire morceau de carton plat. Voilà. C'est exactement la même chose quand, par exemple, tu mords avec appétit dans une pomme magnifique qui trône dans une corbeille sur une table et que tu te casses presque une dent parce que tu découvres au dernier moment qu'elle est en cire. Le mécanisme est strictement identique. Ce que ces exemples démontrent, c'est que la phénoménologie nous permet de prendre notre propre conscience en flagrant délit de Paris. En flagrant délit de Paris, j'adore cette expression. Bah oui, parce que ma réalité, c'est pas un bloc figé et absolu qu'on avale d'un coup. C'est un flux continu d'intentions. Notre conscience anticipe en permanence la face cachée des choses. Oui, quand on voit le devant d'une pomme, on vise intentionnellement le fait qu'elle a une pulpe juteuse à l'intérieur. Et quand on voit une personne, on anticipe qu'elle a un dos, qu'elle a du volume. Donc au final, distinguer la réalité de l'illusion avec la méthode phénoménologique, c'est pas faire appel à une espèce de vérité suprême ou scientifique. C'est simplement observer ce processus de correction continue. C'est tout à fait ça. L'illusion, c'est quand l'anticipation de la conscience se heurte à un démenti clair de l'expérience, comme l'absence de dos pour Eltsine en carton. Et la réalité, à l'inverse, c'est quand l'expérience continue de confirmer et de remplir nos anticipations au fur et à mesure qu'on tourne autour de l'objet. C'est une synthèse parfaite du rôle de la réduction phénoménologique. Ça nous apprend vraiment à observer ce flux dynamique, plutôt qu'à postuler des certitudes statiques. D'ailleurs, depuis le début de notre discussion, on parle beaucoup de conscience, d'esprit, de cerveau. Ça donne l'impression d'un processus qui est très intellectuel, très mental, presque désincarné en fait. C'est un risque, oui, de le voir comme ça. Mais la perception phénoménologique, elle s'ancre profondément dans le corps physique, n'est-ce pas? Surtout quand il s'agit de comprendre notre perception de l'espace. Oh que oui, c'est même le cœur battant du système. Husserl a été l'un des premiers philosophes modernes à réintégrer pleinement le corps dans la théorie de la connaissance. Pour lui, l'espace n'est pas juste une simple image projetée sur notre rétine, comme sur un écran de cinéma. Il utilise d'ailleurs deux mots allemands très spécifiques pour ça, qui se traduisent tous les deux par corps en français, mais qui sont philosophiquement le jour et la nuit. Oui, Körper et Leib. C'est ça. Alors, je connais un petit peu ces termes. Le Körper, si je dis pas de bêtises, c'est l'objet physique, mesurable. Oui, le corps matériel. C'est le corps charnel, celui que le médecin regarde sur une radio quand on a le bras cassé, ou celui qu'un physicien pourrait peser sur une balance. Voilà, c'est le corps en tant qu'objet dans le monde. Mais le Leib,
c'est autre chose. Le Leib, c'est le corps tel qu'il est vécu de l'intérieur. C'est le corps sensible, vivant, agissant. C'est véritablement le centre d'orientation de toutes nos perceptions. Tu peux donner un exemple? Pense au phénomène du membre fantôme chez les personnes amputées. Ah oui, très bon exemple. Le terre-père, donc le bras physique, la chair, a disparu. Mais le Leib, l'expérience charnelle interne du bras, sa capacité à ressentir l'espace et le mouvement, persiste totalement dans la conscience. C'est fou quand on y pense. Pense aussi à la manière dont un gymnaste ou un danseur étoile perçoit l'espace autour de lui. Il ne le perçoit pas qu'avec ses yeux, il le perçoit avec la tension de ses muscles, son centre de gravité, son équilibre. Et donc, c'est ce Leib, cette chair sensible et vécue de l'intérieur, qui construit notre expérience des 3 dimensions. Absolument. Reprenons un truc simple, l'exemple d'un livre posé sur un bureau. D'accord. Tu ne vois jamais un objet tridimensionnel en entier d'un seul coup d'œil. Jamais. Tu ne vois qu'une seule face à la fois, un seul profil. Logique. Alors, qu'est-ce qui te donne la certitude absolue que ce livre a un volume, qu'il a des pages cachées en dessous et une 4e de couverture à l'arrière? Eh bien, c'est cette fameuse anticipation dont on parlait pour la pomme. Mon cerveau sait que si je me lève de ma chaise et que je fais le tour du bureau en marchant, je verrai l'autre côté du livre. Exactement. Et cette anticipation, elle n'est pas seulement intellectuelle ou abstraite, elle est motrice. Elle est liée à mes muscles. Oui, c'est la certitude interne que je peux bouger. Les profils visuels du livre, ils changent en fonction stricte du mouvement de notre propre corps. C'est ce que Husserl appelle la corrélation kinesthésique. La kinesthésie, donc la sensation interne de notre propre mouvement musculaire. C'est ça. C'est cette danse constante entre nos mouvements potentiels ou réels et les changements dans notre champ visuel qui permet à la conscience de constituer l'idée même d'espace et de volume. L'espace n'est pas une grande boîte vide devant nous, c'est la traduction directe de notre capacité physique à agir. Mais c'est génial! Et d'ailleurs, il y a un exercice très concret qu'on peut tous faire, n'importe quand, pour développer cette fameuse observation phénoménologique au quotidien. Oui, pour réaliser à quel point le corps construit l'espace. C'est une sorte de méditation active, en fait, pour sortir de l'attitude naturelle. Tu peux nous guider un peu? Bien sûr, c'est un très bon exercice de réduction pratique. La prochaine fois que vous êtes assis au calme, chez vous ou au bureau, gardez les yeux ouverts. Regardez la pièce autour de vous, mais essayez consciemment de débrancher votre attention de votre sens visuel. On arrête de fixer les choses. Voilà, ne nommez plus les objets, ignorez leur couleur, ignorez la forme de la table ou la lumière de la lampe. En gros, on met le visuel entre parenthèses, l'époché du regard. C'est ça. Et à la place, déplacez toute votre attention sur le sentiment kinesthésique interne. Sentez la gravité qui agit sur votre colonne vertébrale. Sentez la pression de la chaise sous vos cuisses. Ressentez la tension résiduelle qu'il y a dans vos épaules, le poids de vos bras posés sur vos genoux. Donc là, on se connecte à la perception que le Leib a de lui-même, indépendamment de ce que les yeux racontent. Exactement. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape de l'exercice, c'est d'introduire l'intention de mouvement. Sans forcément bouger. Juste ressentir l'impulsion motrice, oui. Remarquez comment le simple fait d'avoir la volonté, l'intention de tourner la tête ou de lever le bras pour attraper une tasse de café imaginaire modifie instantanément votre compréhension de la pièce. Ah ouais, on ressent vraiment que notre propre corps, par sa tension et son anticipation de l'effort physique, trace littéralement les lignes de fuite de la réalité spatiale. C'est très bien dit. C'est un peu comme si on surprenait l'architecte de la matrice en plein travail dans notre propre système nerveux. C'est exactement l'effet recherché. En faisant ça, vous accomplissez une véritable réduction phénoménologique. Vous cessez de prendre l'espace de la pièce comme un décor évident qui préexisterait et vous l'observez en train d'être activement tissé, en direct, par la corrélation entre votre kinesthésie corporelle et vos intentions. Quel changement de paradigme! C'est vraiment vertigineux quand on le vit de l'intérieur. N'est-ce pas ? Du coup, si on récapitule un peu cette exploration phénoménologique, le cheminement pour une immersion complète est très clair. Étape 1, on reconnaît l'intentionnalité. Cette réalité que l'esprit n'est jamais vide, mais toujours braqué vers une cible. Tout à fait. Étape 2, on prend conscience de notre attitude naturelle, cette hypnose rassurante qui nous fait croire que le monde existe indépendamment de la machinerie de notre perception. Ensuite, l'étape 3, on déclenche les poches. On met sur pause notre croyance dans l'existence absolue des choses pour neutraliser ce bon sens trompeur. Et enfin, l'étape 4. Par la réduction phénoménologique, on observe patiemment comment la conscience, étroitement couplée au corps kinesthésique et à tous ses mouvements, valide,
corrige et constitue le sens de chaque objet à travers des flux d'évidence continus. C'est un résumé magistral. Husserl nous a vraiment laissé un manuel d'utilisation incroyable pour comprendre que le monde n'est pas un fait, mais une relation. Et ça fonctionne à merveille pour décortiquer les pommes en cire, les panneaux en carton de politiciens russes et les livres sur un bureau. Mais ça pose quand même une question finale, assez troublante, je trouve, pour l'époque dans laquelle on s'apprête à entrer. Ah, à quoi tu penses? Eh bien, Husserl a pensé toute cette constitution de la réalité face au monde de la matière physique, face à une résistance charnelle. Mais qu'est-ce qui va se passer dans un environnement purement numérique, virtuel ou généré par l'intelligence artificielle ? Ah oui, le métavers et les réalités simulées, c'est la grande énigme de demain. Mais carrément, quand l'observateur mettra un casque de réalité virtuelle tellement avancé qu'il imitera la physique à la perfection, ou quand on interagira tous les jours avec des hologrammes qui n'ont aucune résistance matérielle réelle, sans véritable dos à contourner physiquement, comment notre conscience intentionnelle, qui a évolué et qui est habituée à la résistance du monde tangible, va-t-elle s'adapter ? C'est une excellente question. Face à des environnements virtuels dont le seul et unique but est précisément de remplir nos intentions pour mieux tromper nos sens. Cette fameuse époquée de Husserl, cette capacité vitale à mettre l'existence du monde entre parenthèses, ce sera peut-être plus juste un petit exercice philosophique pour étudiants. Non, ça pourrait devenir indispensable. Ce sera probablement la compétence psychologique de survie ultime, pour ne pas se noyer totalement dans l'illusion. De quoi donner matière à réflexion lors de votre prochaine plongée dans un univers immersif ou un jeu vidéo. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et à très vite pour de nouvelles découvertes.